Top Matin, Patrick Cohen. Merci de nous suivre. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est l'une de ses missions les plus difficiles. Vous entendrez le témoignage d'un médecin qui rentre de Libye. Il a soigné des migrants vendus comme esclaves. L'Europe et l'Afrique veulent des mesures d'urgence. Les autres titres. Un rendez-vous important 3 mois après la disparition de la petite Maëlys. Dans 1 heure, le principal suspect sera face au juge. Il continue de nier les faits. Nous serons en direct avec notre correspondant Jean-Luc Boujon. PSA veut qu'on lui rende son argent. Le constructeur français qui accuse General Motors après la vente d'Opel. Explication à suivre de Daniel Fortin. Les méthodes de Tariq Ramadan, ce sera l'enquête du 8h alors que les enquêteurs de la police judiciaire rencontrent aujourd'hui une ancienne maîtresse du prédicateur. Et puis la vague de froid, nous irons dans l'Est puisqu'il neige, nous dit Laurent Cabrol. Nous serons sur une saleuse avec Arthur Nbaché. Les nouvelles règles pour les frais de mandat des députés sont-elles vraiment de nature à rétablir la confiance avec les Français? Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, sera notre invité à 8h15. Qu'est-il arrivé à la petite Maëlys? Peut-être enfin des éléments de réponse ce matin. 3 mois après la disparition de la fillette de 9 ans, les juges vont pouvoir interroger longuement le principal suspect. Ils ne se sont plus revus depuis son incarcération. C'était en septembre dernier. Nous sommes en ligne ce matin avec notre correspondant Jean-Luc Boujon. Jean-Luc, soyons clairs, depuis son arrestation, l'homme n'a rien dit, ou presque. En tout cas, il n'a rien avoué. Il affirme toujours qu'il n'est pour rien dans la disparition de la fillette. Mais en fait, il a réponse à tout. Et c'est ce qui a agacé les enquêteurs durant ses premiers interrogatoires. Par exemple, ses fréquents allers-retours entre la salle des fêtes et son domicile la nuit du drame. Il dit que c'était pour changer un short taché de vin. Sa voiture qu'il nettoie durant plus de 2 heures le lendemain, c'est parce qu'il doit la vendre 3 jours plus tard. Cet abonnement téléphonique qui résilie le lendemain également, alors que le téléphone a borné la veille au soir, c'est parce qu'il avait un défaut. Donc jusque-là, il a vraiment eu réponse à tout, sauf que cette fois, les enquêteurs ont des éléments plus probants à lui opposer, notamment cette photo captée depuis une caméra de surveillance qui le montre au volant de son Audi avec une silhouette blanche de petite taille sur le siège passager, silhouette qui colle parfaitement avec la robe que portait Maëlys ce soir-là. Audition capitale donc aujourd'hui. Pourtant, juste avant, à 9h, la justice devrait annuler les 4 premiers interrogatoires du suspect pour une stupide erreur de procédure. Rien n'avait été filmé, mais nous indiquons cela ne devrait pas avoir de conséquences sur l'enquête puisque d'autres interrogatoires plus complets et filmés ceux-ci ont eu lieu ensuite. Merci Jean-Luc Boujon qui suit pour nous l'affaire de la disparition de la petite Maëlys. L'actualité à l'étranger, le temps des sanctions pour la Corée du Nord. Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies après le tir de missile hier. Les États-Unis menacent de détruire complètement le régime en cas de guerre. Dans l'immédiat, les Américains attendent surtout de la Chine qu'elle cesse sa livraison de pétrole à la Corée du Nord. Et puis le drame des esclaves en Libye, une situation d'extrême urgence. Oui, les mots d'Emmanuel Macron hier au sommet Afrique-Europe en Côte d'Ivoire à Abidjan. L'extrême urgence, c'est d'abord l'évacuation des migrants qui sont toujours retenus là-bas. Le président évoque également la mise en place d'une task force internationale pour lutter contre les trafiquants. L'extrême urgence, on la comprend aussi et surtout ce matin en écoutant le témoignage de ce médecin qui rentre de Libye. Olivier Demoinet travaille pour MSF. Il a soigné des rescapés des camps de torture. Il est habitué à intervenir dans des conditions extrêmes et pourtant, il le dit ce matin sur Europe 1, c'est l'une de ses pires missions. Il y a des réseaux de passeurs qui les font voyager dans des camions, dans des containers, dans des conditions plus que rudimentaires, qui les débarquent sur des espèces de marchés où ils sont vendus comme des esclaves. Et puis il y en a une partie qui vont être livrés à ces bourreaux, qui vont les torturer en direct en appelant leur famille et les électrocuter avec de la haute tension ou les battre pour exiger que leur famille leur verse des rançons qui peuvent aller jusqu'à 2000 ou 5000 $. Ils sont torturés jusqu'à la mort, c'est pas un problème. Le but, c'est d'obtenir des rançons, quel qu'en soit le prix. Si les détenus sont tués, ça ne pose aucun problème aux bourreaux parce qu'ils en ont suffisamment. Les dos étaient complètement couverts de cicatrices, beaucoup étaient encore ouvertes. Ils s'amusaient à faire brûler des sacs en plastique, ils laissaient couler en flammes sur le dos de leurs victimes et laissaient ensuite tomber les sacs enflammés. Il y a vraiment une torture permanente avec un climat d'insécurité totale. Et quand ils sortent, en étant libérés, ils sont dans un état dramatique de dénutrition. Ils sont complètement démolis, cassés, ruinés. C'est difficile, c'est très difficile. Olivier Demoinet pour MSF, il répondait à Jean-Jacques Herry. Europe 1, il est 8h04. On passe à l'actualité économique, l'automobile et cette question sensible. General Motors a-t-il menti à PSA? Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef au journal Les Échos. On parle de la vente d'Opel à PSA. Le constructeur français accuse
et il veut récupérer une partie de son argent. Oui, et ce n'est pas une petite somme puisqu'on parle de 500 millions d'euros, voire plus, c'est-à-dire près d'un tiers du prix payé par PSA pour racheter Opel. C'était en mars dernier. Or, 9 mois plus tard, PSA accuse General Motors de lui avoir caché la situation désastreuse du constructeur allemand en matière de respect des normes de pollution. Les voitures d'Opel ne seraient tout simplement pas capables de respecter les plafonds d'émissions imposés par l'Europe à partir de 2020. Et la conséquence, elle est brutale. Les amendes qu'ils devraient alors payer représenteraient 800 millions d'euros, ce qui transformerait la belle opération en désastre. Et est-ce que PSA peut avoir gain de cause ? Alors ça va être compliqué, sauf s'il prouve que les dossiers qu'on lui a présentés au moment de la vente ont été falsifiés. Il existe aussi une clause dans le contrat qui prévoit une compensation en cas de mauvaise surprise découverte après la vente. Pour l'instant, en tout cas, aucune procédure officielle n'a été lancée contre General Motors. Mais ce qui est sûr, c'est que PSA va devoir investir beaucoup d'argent pour remettre la gamme Opel aux normes, d'où les 500 millions d'euros qu'il réclame aujourd'hui. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Le témoignage d'un homme heureux à présent. Il a arrêté de fumer il y a un mois. Oui, vous vous souvenez, le mois sans tabac, c'était début novembre. Eh bien, Jérémy avait relevé le défi. Nous sommes allés prendre de ses nouvelles. Et pour l'instant, il tient bon. On dort bien, on respire bien, on sent mieux les goûts des choses. Il y a aussi ce truc que j'ai perdu, c'est le fait d'aller au bureau de tabac. Et l'autre fois, j'y suis allé pour demander des timbres et ça a fait tout drôle à mon buraliste en fait, qui m'a dit mais non, je ne prends pas un Lucky Strike, désolé, je prends juste 4 timbres. Les moments difficiles, c'est quand il y a un gros coup de stress, quelque chose où je dois me concentrer, c'est ça en fait vraiment. L'envie de fumer se présente très très vite. Là, j'ai économisé, alors aux dernières nouvelles, je vais regarder sur mon appli, on est à 149 € économisés. Le mois de décembre, toujours sans cigarette le mois de décembre. Noël sans cigarette, le boulot sans cigarette, le reste sans cigarette. Voilà, Jérémy, ex-fumeur au micro de Théophile Cossa. Et puis on vous avait parlé de ce député de La République En Marche accusé de harcèlement et agression sexuelle. Une ancienne attachée parlementaire avait porté plainte contre Christophe Arend. Eh bien, la plainte est classée sans suite. Les enquêteurs ont trouvé des incohérences dans le témoignage de la jeune femme. Le député a décidé de porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Cette enquête-là, en revanche, est toujours en cours. Les hommes de la police judiciaire se déplacent aujourd'hui à la frontière suisse pour rencontrer une ancienne maîtresse de Tariq Ramadan. Elle ne souhaite pas porter plainte, mais donner des éléments sur l'homme et ses méthodes. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. C'est quoi les méthodes de Tariq Ramadan ? Eh bien, c'est d'abord un système de pression d'après maître Calvin Job avec un collectif d'avocats. Il accompagne plusieurs femmes qui ont côtoyé le prédicateur. Certaines ont entretenu avec lui des relations consenties. Elles voudraient aujourd'hui parler de l'emprise qu'il avait sur elles, mais elles affirment recevoir des menaces quasi quotidiennes, des messages que ce collectif archive. Pour maître Job, le système Ramadan est même très rodé. Les SMS, des mails à l'identique. De toute façon, je ferai tout pour te pourrir, je ferai tout pour donner une mauvaise image de toi. Et ça ne sert à rien de s'attaquer à moi. Moi, j'ai des avocats, j'ai des moyens, surtout. Je vais mettre tous les moyens pour vous décrédibiliser auprès de vos familles, auprès de l'opinion publique, parce que vous voulez me salir. Monsieur Ramadan et ses partisans vont jusqu'à usurper l'identité des avocats pour envoyer des pseudo-plaintes à ces victimes afin de les dissuader. Ces menaces arrivent à les affecter. Et d'après l'avocat, il y a encore eu des envois ces tout derniers jours. Alors Salomé, il y a aussi des femmes qui l'accusent de viol. Comment expliquer ce matin qu'il n'y ait que 2 plaintes déposées ? Alors comme pour toutes les femmes victimes de violences sexuelles, il faut déjà oser parler. Mais la particularité des victimes présumées de Tariq Ramadan, c'est que ce sont des femmes musulmanes, souvent pratiquantes. Il y a donc, comme l'explique la militante féministe Ndella Paye, le poids de la religion et de la morale. Les relations sexuelles doivent se passer dans le cadre d'un mariage. Donc même si on est violé, on questionne toujours ta part de responsabilité. C'est-à-dire, toi, femme, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as répondu à un appel dans une chambre d'hôtel ? Fallait pas y aller. Mais personne ne critique l'homme en question. On ne le condamne pas d'avoir pris la peine d'inviter des femmes seules. Elles ont peur par rapport à ça. Et certaines ont refait leur vie, redoutent la réaction de leur mari. D'autres sont carrément freinées par leur famille. Et d'autant, il faut le dire, Salomé Legrand, qu'au-delà du premier cercle, il y a aussi la pression de la communauté tout entière. Et oui, une communauté pour qui Tariq Ramadan est quasiment une icône. Le prédicateur a réussi à ancrer cette idée que si on l'attaque lui, on attaque l'islam, y compris dans des milieux très éduqués. Fatima Kemilat est chercheuse à Sciences Po Aix. J'ai entendu des phrases du type « il faut laver son linge sale en famille ». Prendre la parole, ça voudrait dire presque, non pas se désolidariser, mais quasiment trahir en fait une communauté dans le sens où elle donnerait du grain à moudre à des personnes islamophobes et que ça rejaillisse d'une manière négative sur toute la communauté à laquelle elles appartiennent et qu'elles ressentent comme étant déjà suffisamment marginalisées.
Et ces femmes attendent donc de voir si les premières plaintes sont prises au sérieux avant éventuellement de sauter le pas. C'était l'enquête du 8h signée ce matin, Salomé Legrand. Europe 1, il est 8h10. C'est un sujet délicat qui doit être débattu à l'Assemblée. Il concerne la résidence alternée. Un sujet à polémique, on va le voir. C'est une proposition de loi d'un député MoDem. Elle veut favoriser un système qui ne concerne aujourd'hui que 17% des enfants de parents séparés. Dans l'immense majorité des cas, ce sont les enfants qui vivent chez leur mère. Une proposition qui a provoqué une telle levée de boucliers que le député, il s'appelle Philippe Latombe, a dû l'édulcorer. Le récit d'Ève Roger. C'est l'histoire d'une proposition de loi torpillée en plein vol, torpillée par une succession de fake news, de fausses informations, regrette son promoteur, le député Philippe Latombe. D'abord, jamais il n'a été question de rendre la résidence alternée automatique ou obligatoire, comme le prétendent d'une seule voix les associations féministes. Ce mode de garde devait simplement être étudié en première intention. Jamais, comme les féministes l'ont affirmé, la résidence alternée ne devait être imposée aux femmes victimes de violences conjugales. Mettre en péril les enfants, ça n'a pas de sens, s'insurge le député. Et puis non, les pédopsychiatres ne disent pas tous que la résidence alternée est mauvaise pour les enfants. Tout dépend de leur âge, des circonstances, ça doit être du cas par cas. Résultat, la proposition de loi fait marche arrière sur l'affirmation de la garde alternée comme principe de base. Elle propose simplement que l'enfant soit domicilié administrativement chez sa mère et chez son père, même s'il n'y passe qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Ève Roger, et tout de suite un point sur la vague de froid qui s'installe sur la France et la neige peut-être. Nous partons dans le Bas-Rhin avec notre correspondant Arthur Mbacher. Arthur, vous êtes sur une saleuse, c'est ça ? Oui, nous sommes à bord d'un beau camion orange, la déneigeuse départementale K51, avec Gilles, Sébastien et 2,5 tonnes de sel juste derrière nous. Dans la plaine, il n'y a rien à faire ce matin. Les premiers flocons n'apparaissent, éclairés par le gyrophare bleu du camion, qu'à partir de 350 mètres. Il commence à neiger là. Donc on a commencé à mettre la saleuse en route. C'est quoi, là on est sur 15 grammes. Donc on fait le salage minimum là, par mètre carré, sur 6 mètres de large. C'est quoi cette machine ? C'est une tablette et on peut mettre faire mesure si on est en C1, C2, C3, C4. C1 c'est des conditions normales. C2 c'est quand on est en condition un petit peu dangereuse. Et là ce matin ? Bon bah là on va commencer à être bientôt en C2 parce qu'il y a un petit peu de neige sur la route, mais c'est pas dramatique quoi. Et donc là c'est transmis directement à Strasbourg. Ils savent en direct les conditions par rapport à là où on est quoi. J'ai failli prendre le sanglier dans la lame de déneigement, donc il y a intérêt à être super vigilant. Voilà, après avoir presque percuté un sanglier, nous sommes en train de redescendre à présent dans la plaine où attendent 3 autres déneigeuses au cas où. Mais bon, pour l'instant, et ça intéresse les gens qui partent de chez eux maintenant, sur presque toutes les routes alsaciennes, il ne neige pas. Merci Arthur Mbacher. Et puisque nous sommes sur la route, vous avez peut-être déjà vécu ce genre de mésaventure. Vous rentrez une adresse dans votre GPS et puis rien ne se passe. C'est un casse-tête pour beaucoup de communes. L'urbanisation qui va si vite qu'elles n'ont pas le temps de cartographier, de recenser toutes les rues. À Pertuis, dans le Vaucluse, monsieur le maire a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est un reportage de Nathalie Chevance. 80 rues à baptiser pour une petite ville de 20 000 habitants, ça fait beaucoup. Et c'est un casse-tête pour la commune du Pertuis, victime de son succès. Les lotissements poussent comme des champignons avec des adresses pas suffisamment précises vis-à-vis de la loi. Le maire, Roger Pelinck, a donc dans l'obligation de se mettre en conformité 700 administrés concernés. Ça va être fait en 2-3 ans, en fonction de la volonté des citoyens de changer. Parce que le maire, il ne va pas être derrière chacun en leur disant « Monsieur, votre adresse n'est pas bonne, il faut la changer ». C'est compliqué de convaincre. Pour un certain nombre, oui. D'autres sont très volontaires. Quand vous avez eu un malade dans la famille et que l'ambulance ne le trouve pas pour venir chercher, c'est dramatique. C'est le cas par exemple dans le lotissement d'Antoine qui va devoir baptiser sa rue qui n'a pas de nom. Je n'ai pas d'idée pour le moment, mais je vais réfléchir. Par exemple, rue du docteur Marsili, parce que c'est un médecin qui a fait beaucoup de choses pour la ville de Pertuis et pour l'hôpital. Impossible, répond le maire. Il y a un établissement scolaire qui s'appelle déjà du rue du docteur Marsili. Je pense que ça prêterait à confusion. Le grand jeu a donc commencé, trouver des noms en lien avec le terroir. Le problème, c'est que les plantes provençales, les tilleuls, les romarins, etc., c'est tout pris. Et cet exercice de cartographie va tout de même coûter à la ville cette année 250 000 €. Pertuis, Nathalie Chevance, Europe 1. Et puis du football, le PSG seul en tête du championnat, 10 points d'avance sur l'OM ce matin après sa victoire contre 3-2-0 hier soir. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.